C'est la dernière phase censée ramener le Mali vers l'ordre constitutionnel. 6,5 millions d'électeurs doivent choisir leurs 147 députés. Le RPM, le parti présidentiel, espère remporter la majorité. Un enjeu de taille pour Ibrahim Boubacar Keïta, élu président en août et qui a besoin de l'Assemblée nationale pour redresser le pays. Pour l'accorder maintenant, une voix maintenant à ce président de la République, il faut que l'ensemble maintenant des citoyens manifestent maintenant leur volonté envers ce président de la République. L'état où le Mali est. Donc il faut voter pour qu'on sorte de ces désagréments. Le Mali peine à se relever après le coup d'État de mars 2012 et les attaques djihadistes dans le nord où est intervenue l'armée française. À la mi-journée, dans cette région, comme à Bamako, les opérations de vote se déroulaient sans incident, mais sous haute surveillance. Il y a eu indiscutablement une amélioration de l'encadrement à la fois au niveau de la formation des membres du bureau de vote. Jusqu'ici, tous les membres étaient présents avec un équilibre presque parfait entre les femmes et les hommes. C'est intéressant. Il y a de nombreux représentants et délégués des partis politiques. C'est intéressant. J'ai parlé avec ces délégués. Jusqu'ici, il n'y a pas de plainte en perspective. Principale crainte des observateurs, la maigre affluence. La campagne électorale fut terne et a peu mobilisé. Le taux de participation pourrait être inférieur à celui des élections présidentielles, 50%, un taux exceptionnellement haut au Mali. C'est devenu un rituel. Chaque année, l'association SOS Casamance se réunit pour coordonner les revendications locales et tenter de parler d'une seule voix. Pour la société civile, les déficiences de l'État sénégalais en matière d'investissement sont la principale source des réclamations indépendantistes. Nous comprenons parfois ces réflexes parce que nous disons que si l'État s'était attelé justement sur ces priorités-là, ça nous donne, nous, en tant que société civile casamançaise, de pouvoir aussi de peser sur notre influence par rapport aux autres, le disant arrêtez. La question de l'indépendance est au cœur de tous les blocages avec le gouvernement sénégalais. Mais selon les représentants de la société civile, cette question serait largement surestimée au détriment des attentes réelles de la population. Tous ces composantes, en tout cas de la société, ne s'expriment pas forcément en termes d'indépendance. S'expriment en termes de bon traitement, de considération, de désenclavement. Voilà. Vous comprenez donc il y a forcément en tout cas une opportunité pour le gouvernement, pour les autorités sénégalaises, à exploiter avant qu'effectivement les choses n'aillent dans un sens que peut-être personne ne souhaite. Mais impossible de négocier avec Dakar sans l'aval du puissant mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC. Un mouvement lui-même divisé en plusieurs factions. L'un de ses leaders historiques, Mamadou Nkourou Sané, écarte toute tentative de négociation. Il appelle au préalable l'armée sénégalaise à quitter la Casamance. La Casamance n'est pas une marchandise que le Sénégal peut vendre, encore moins négocier pour sa vente. Donc un peuple ne négocie jamais sa liberté et la guerre ne sera terminée que quand les militaires sénégalais partiront. Le conflit en Casamance dure depuis plus de 30 ans sans qu'aucune réponse n'ait jamais été apportée. Au manque d'unité s'ajoute le manque de volonté des autorités sénégalaises. En attendant, la population est toujours la principale victime. Dans les loges, les jeunes créateurs se préparent avec leurs mannequins à la présentation de leur première collection. La plupart d'entre eux participent pour la première fois à un concours de mode de l'envergure du FIMA. C'est une réelle plateforme pour les créateurs, que ce soit africains d'ici ou même d'ailleurs, c'est une réelle plateforme. On peut se faire connaître, on rencontre des gens vraiment formidables et moi personnellement ça me touche encore plus, sachant que c'est ma première fois en Afrique. La collection s'appelle Perles et Beauté. Perles parce que je travaille beaucoup avec différentes sortes, que ce soit des pois baoulés de la Côte d'Ivoire, des pois en sisal du Rwanda et d'autres pois en verre de pays différents. Voilà. Mais il y a également des matières comme la soupline, le pagne et la soie. Depuis tout petit, j'étais dans la mode et c'est parce que j'avais jamais eu l'occasion de participer au FIMA, mais je suivais ça de très près dans la presse, dans les journaux, à la télé. Et aujourd'hui, je suis sur un podium comme ça, je suis vraiment ravi d'être là. Le FIMA, c'est la nature, c'est le désert, c'est la vie, c'est plein d'espoir. Je dirais que le FIMA, c'est comme de l'eau qui coule tout au long de la rivière.
Les créations ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Les tenues sont portables en toutes circonstances. La mode est désormais un vecteur de développement économique. Pathéo, le couturier de renommée internationale, peut être fier. La relève est assurée. C'est une fierté pour nous de soutenir ces jeunes créateurs-là en les orientant vers des chemins différents que nous avons empruntés. Si nous avons mis le temps pour arriver à ce niveau, il faudra que ces jeunes-là aillent plus vite que nous. C'est ça le combat. En quoi faisant, par exemple? En leur disant de créer ce qui est portable, créer ce qui est vendable, créer ce qui est consommable. Parce que la mode, c'est avant tout économique. C'est vrai qu'il faut créer comme c'est la folie, la création. Il faut pouvoir quand même vivre de sa création. Al-Fadi, le prince du désert, a réuni plus de 1500 festivaliers venus des 5 continents. Son idéal de paix et de développement a conquis le monde de la couture et les politiques. La marraine du festival qui est Dr Malika Youssoufou, qui est une personnage qui organise demain le congrès sur les faux médicaments dans le cadre du festival. Chantal Camporé, qui est venue nous honorer ce soir avec sa présence, de venir encourager la jeunesse panafricaine. Ça n'a pas de prix, c'est extraordinaire. Vraiment, on est fiers d'avoir des hommes et des femmes politiques comme ça qui viennent encourager un festival de mode, parce que l'Afrique le vaut bien, parce que l'Afrique est un continent positif, parce qu'on est en train de devenir ce que nous voulons que la jeunesse soit. Le FIMA a grandi. Il a 15 ans cette année. Il force toujours l'admiration des jeunes créateurs pour lesquels il demeure une école. Pas facile pour un essayiste de se faire romancier, plus dur encore pour un romancier d'écrire sur un ami, mais nous sommes en Bretagne, le pays de la magie. Alors Gaston Kellman, l'impertinent bourguignon, relève le défi et consacre son premier roman à Kofi Yamian, longtemps le plus célèbre des maires bretons. J'ai cherché un fil conducteur entre le destin exceptionnel de cet homme et la capacité de la France à être exceptionnelle. Et j'ai pris comme fil conducteur, en fait, la chanson de Brel, « J'arrive ». Un gamin, 7 ans, il est abordé par un missionnaire dans son village africain où il est encore en cache-sexe. Une quinzaine d'années après, il se retrouvera en France en train de faire de la mathématique et la profession d'ingénieur. Il a surtout compris ce qui m'interroge profondément. Ce qui m'interroge profondément et qui est revenu sous forme d'une espèce de leitmotiv dans son roman, c'est « J'arrive ». C'est-à-dire que je me demande pourquoi moi. Car Monsieur Vendredi en Cornouailles est le roman de 2 aventures, celle d'un enfant français de l'Afrique rurale, devenu ministre de la République, et celle de la langue française qui rend cela possible. La langue comme un maquis, Gaston Kellman invente le marronnage littéraire et célèbre la liberté de l'individu Kofi. De même qu'un curé a découvert un jour Vendredi Kofi dans son village togolais, de même Vendredi a été découvert par Robinson Crusoe. Mais Vendredi ne se satisfait plus dans son île. Vendredi va à la conquête du monde. J'ai retrouvé l'espièglerie intellectuelle, la jonglerie avec les mots. Quand il vous dit que c'est quand même de confondant, cette rencontre entre un dauphin et un crocodile, je trouve ça extraordinaire. Dauphin parce que c'est le père dauphin qui m'a amené à l'école, et le crocodile, c'est l'animal totem de mon ethnie. Je trouve ça génial. Roman haut en couleur, Vendredi en Cornouailles fait de Kofi Yamian un porteur d'universel, un rassembleur qui rend aux hommes l'envie d'agir ensemble, en frères, un fils par l'action de Césaire et Saint-Exupéry, appliquant les méthodes de la négritude à la race humaine tout entière.